14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio et nous sommes ensemble durant 2 heures. On va parler des femmes libres. Alors il paraît que je suis une femme libre et c'est vrai qu'à force de me l'entendre dire, eh bien j'ai fini par le croire. En revanche, quand on me répète que du coup tout est facile pour moi, eh bien j'ai souvent envie de sortir les griffes parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, être une femme libre et le rester, ce n'est pas si simple et cela demande aussi quelques sacrifices. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile d'être une femme libre qu'au siècle précédent. Et durant ces 2 heures, je suis en compagnie d'une autre femme, sans doute aussi une femme libre, mais je lui demanderai son avis. C'est Emma Becker qui est avec nous et qui est romancière, auteure de plusieurs ouvrages. Le dernier, Le Mal Joli, aux éditions Albin Michel. Eh bien, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'être libre en tant que femme aujourd'hui. Et peut-être que, évidemment, on pourra parler de cette liberté sociale, qui semble-t-il maintenant est plus ou moins totalement acquise. Mais est-ce qu'il en est pour autant vrai aussi en ce qui concerne la sexualité ? Je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre que les femmes sont si libres sexuellement. Donc on va en parler ensemble et je vous invite à venir témoigner et me donner votre avis en nous appelant au 0826 300 300. En devise aujourd'hui, on va décoder aller vers l'avant. En love conseil, sensations et émotions. En sexo conseil, les idées reçues sur le sexe. Et notre débat du jour, 3 minutes pour convaincre. C'est encore difficile d'assumer une sexualité libre en tant que femme aujourd'hui. Emma Becker, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît pour vos nombreux ouvrages, La Maison notamment, avec le film qui est passé récemment sur Canal. Très joli film d'ailleurs, tiré de votre livre. Et puis le dernier, Le Mal Joli, où vous racontez votre aventure extra-conjugale alors que vous êtes mère d'enfants et en couple, etc. Donc c'est une liberté affichée dans ce livre. Est-ce que vous diriez que vous êtes une femme libre ? Un peu comme vous, je l'ai souvent entendu et ça m'a souvent questionnée parce que j'ai eu l'impression, moi, toute ma vie, d'être très, au contraire, garrottée par tout un nombre de problématiques dont j'essayais de me défaire un petit peu et j'ai fini par penser qu'une femme libre, c'est avant tout une femme qui cherche à l'être. Je crois que peut-être que la liberté est tout entière comprise dans ce processus. Enfin, c'est ma théorie. Je crois que je la partage assez bien, parce que finalement, la liberté absolue, elle n'existe pas. La liberté qu'on a, c'est de faire les choix qui nous conviennent le mieux, au fond. Je crois, et puis il faudrait se demander, alors qu'est-ce qu'une femme libre, d'accord, mais qu'est-ce qu'un homme libre aussi ? Est-ce qu'on peut réellement être libre dans ce monde-là, avec les obligations qu'on a les uns les autres ? Et puis il y a tout simplement aussi l'obligation morale qu'on se sent vis-à-vis des gens qu'on aime, et qui bien souvent constitue, je crois, une sorte de prison. Alors là, vous parlez évidemment du côté sentimental de la femme qui quelque part peut-être justement se sent parfois pas libre parce qu'elle a justement des enfants et elle ne veut pas, ce qui est normal, bien sûr. Et oui, puis je crois qu'avant d'avoir des enfants, on a dans notre vie des hommes qui souvent prennent un peu cette place-là, c'est-à-dire que le simple fait d'aimer, je crois, crée une obligation envers son prochain. Et puis comme on a un peu organisé la vie des femmes de telle manière à ce qu'elles aient toujours des gens dont il faut qu'elles prennent soin, c'est très très compliqué de s'imaginer là-dedans un espace de liberté. Mais est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ? Parce qu'en fait, on a l'impression quand même que naturellement la femme a plus envie de s'occuper de l'autre que l'homme. L'homme est plus dans l'action, dans la fuite même parfois. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une forme d'essentialisme. Je suis persuadée qu'il y a vraiment une éducation qui apprend aux unes à servir et aux autres peut-être à être servies. Mais après, évidemment, ce sont des choses dont on se défait. Encore faut-il en avoir conscience. Alors on pourra parler de cette capacité aussi que les femmes ont à quitter par amour. Les hommes, curieusement, c'est moins eux qui demandent la séparation. Oui, apparemment, j'ai lu des chiffres disant que c'est souvent les femmes qui ont du mal à s'éterniser dans une situation qui ne leur convient pas et que les hommes sont plus sensibles à l'habitude et puis aussi peut-être à un rôle, un statut qu'ils doivent remplir. On est tous, je crois, tenaillés par des jougs un peu différents, mais voilà, la sensation d'oppression, je pense qu'on la partage tous. L'homme va quitter s'il y a une autre femme dont il est très amoureux, mais il ne quittera pas
simplement parce que ça va plus très bien dans le couple, alors que la femme, elle, est capable de mettre fin à son couple, même si elle n'a personne d'autre. Les enquêtes prouvent ça. Et alors, sur le plan de la sexualité, est-ce que les femmes aujourd'hui ont réellement la liberté sexuelle qu'on raconte? Moi, j'ai pas l'impression. Je crois qu'on a longtemps confondu la liberté de consommer avec toute l'allégresse dont on peut faire preuve. Et puis, il y a aussi la capacité simplement à y trouver un plaisir quelconque. C'est pas tout de pouvoir passer une soirée avec un homme et puis un autre et puis encore un autre. Qu'est-ce qu'on en retire à la fin? Et je crois qu'il y a quand même il faut défaire beaucoup de choses de ce malentendu sexuel qui fait que beaucoup de femmes de notre génération, enfin de la mienne et très certainement d'autres, ont la sensation de baiser sans trop comprendre pourquoi. Et je pense qu'on ne peut pas s'estimer libre si on ne comprend pas ce qui nous pousse aussi les uns vers les autres. Quand vous avez écrit La Maison, où vous racontez votre expérience donc dans un bordel en Allemagne, on vous a reproché beaucoup d'être une salope, pour utiliser le mot. D'être une pute même, je pense que c'est plutôt... oui, et puis il y avait là-dedans aussi un grand malentendu. Je pense que c'est la première fois qu'on a parlé de moi comme une femme libre. Et donc évidemment, certaines féministes qui entendaient ça partaient du principe que plus qu'être une femme libre, je glamourisais un choix que j'avais vu beaucoup de femmes faire autour de moi dans ce contexte de maison close. Et ce qui revenait assez souvent, c'était cette idée que les femmes finalement ne sont pas au fait de leurs propres décisions et que finalement ce choix libre que je faisais de pratiquer la prostitution avait été déterminé en moi par toute une éducation patriarcale. À la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les femmes sont des petites filles éternelles qui n'en voient à rien, qui ne comprennent pas l'origine de leurs fantasmes. En fait, tout a été décidé pour nous par les hommes. Et je crois que quand les féministes radicales font ça, elles font exactement le boulot des masculinistes qui consiste à dire les femmes c'est à la maison et puis c'est tout. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a encore un peu l'impression aujourd'hui, évidemment le mouvement MeToo était nécessaire et je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller dans ce sens, mais on a quand même encore l'impression que la pauvre petite femme n'est pas maître de son désir et donc il faut surtout être sûr qu'elle soit consentante puisqu'elle ne sait pas elle-même quel est son désir, quoi. Oui, puis alors évidemment l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense qu'effectivement il y a une volonté de protéger les femmes de toutes les attaques dont on est le sujet. Mais dans cette volonté de protéger les femmes d'elles-mêmes, contre leurs propres fantaisies, leurs propres décisions, on en fait des victimes perpétuelles. Et je crois que ça n'est pas forcément un bon modèle à donner aux jeunes générations de femmes. Il y a toute une part à faire entre notre éducation parfois un peu délétère, patriarcale, et puis le fait qu'on est tous, hommes comme femmes, plongés dans cette société. Donc nos choix sont forcément orientés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi faudrait-il que les femmes ressortent toujours perdantes de ce calcul-là? Par perdante, j'entends dans une position de victime qui ne décide rien, qui ne comprend rien d'elle-même. Surtout qu'on sait aujourd'hui que ce qui marche le plus comme lecture pour les jeunes femmes, c'est la new romance, parfois même assez violente, avec de la soumission. Bien sûr. Donc on voit bien que le fantasme d'être soumise reste un fantasme féminin très très fréquent. Oui, je crois qu'il y a un gros malentendu encore une fois là-dessus. C'est-à-dire qu'on parle quand même je crois que l'acte sexuel à la base est déterminé par une forme de violence et pas une violence les uns contre les autres. C'est une forme d'anéantissement de soi, de faire l'amour, de jouir, tout ça. Il y a une forme là-dedans de violence, et si on décide que toute la violence ne vient que des hommes et que les femmes ne font que la recevoir, c'est encore un processus d'infantilisation. Donc cette volonté que peuvent avoir certaines femmes d'être abandonnées à des hommes, de n'avoir pour elles-mêmes plus aucune volonté, moi je préfère la lire plutôt comme une tentative finalement de métaboliser un système qui effectivement nous fait du mal, qu'il faut qu'on s'approprie. Et puis je crois qu'une femme qui se retrouve dans ce fantasme-là d'appartenir à plusieurs hommes en même temps, par exemple,
C'est très simple ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'abdiquer sa volonté. Parce que quand on ne peut plus dire oui ou non, quelque part, on ne peut plus être traité de pute et de salope comme ça nous arrive à toutes. Donc je crois que ces fantasmes-là de soumission, de domination sont extrêmement intéressants et ne dénotent pas que d'une violence masculine. Je crois qu'il y a un désir d'anéantissement autant chez les femmes que chez les hommes. Mais ça, ça prend beaucoup de temps à décrypter. C'est vieux comme le monde. Bon, on va essayer pendant 2 heures de libérer les femmes sexuellement et on vous invite bien sûr à nous rejoindre 0826 300 300 et on retrouve Valérie dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Emma Becker est avec nous, autrice, le dernier livre, Le Mal Joli, aux éditions Albin Michel. Et nous avons Valérie qui va témoigner. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Becker. Bonjour. Alors, moi je vous appelle parce que j'ai vraiment besoin d'être éclairée, Oui. Notamment sur ma relation qui est naissante depuis quelques mois. Alors, j'ai tendance à dire que je suis quand même quelqu'un de très fidèle. Quand il y a de l'amour, en tous les cas, pour ma part, il y a de la fidélité. Quand vous dites que vous êtes très fidèle, c'est-à-dire que vous voulez que la fidélité soit la valeur du couple, hein, c'est bien ça? Ah oui, tout à fait. Bien sûr. C'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. C'est quelque chose d'indispensable pour moi dans le couple, en tous les cas, pour moi-même. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis accompagnée d'une personne un peu plus âgée que moi, qui a eu un passé, comme moi, bien sûr. Et je me pose énormément de questions parce que j'ai l'impression qu'effectivement, alors je dis pas les hommes en général, mais en tous les cas, lui pour le coup, et pour l'avoir quand même vécu un petit peu auparavant, je m'aperçois que quand il y a du acquis, il y a une sécurité. Quelque chose qui est acquis sécurise. Et c'est ce que je pense un petit peu. Mais ça sécurise tellement, j'ai envie de dire, que finalement, on se détache. On se détache de ça. On se détache un petit peu de la personne qu'on aime. Je trouve ça un peu dommage. Et finalement, moi, je suis toujours dans l'attente je suis toujours dans l'attente, en fait, d'un geste, d'une parole, d'un regard, et très vite, ça me ramène à me dire, effectivement, encore une fois, la femme est à la maison, voilà, elle s'occupe de l'entretien, des repas, de ce qu'il y a à faire. Et vous êtes ensemble depuis combien? Vous vivez ensemble ou pas? Alors, plus ou moins, oui. Je suis plus chez lui que je ne suis chez moi, effectivement, Brigitte. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Début d'année. D'accord, donc c'est très très récent. C'est très récent. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Valérie? Eh bien, j'ai 54 ans. D'accord. Il en a 65. Et vous avez donc l'impression qu'il commence déjà un petit peu à être moins attentionné, à moins vous regarder, et vous avez un peu l'impression que vous devenez un petit peu la femme qui doit s'occuper de son foyer, c'est ça? Oui. Alors bon, il revendique, quand on en discute, il n'est pas très d'accord avec mes propos. N'empêche que c'est quelqu'un qui a besoin énormément de bouger, contrairement à moi. Donc il se gêne pas, il se gêne pas pour partir. Parce que le problème, Valérie, c'est que c'est vous qui témoignez, hein, donc on entend votre version, on n'entend pas la sienne. Et j'ai l'impression que quelque part, vous n'arrivez pas trop à vous positionner vis-à-vis de lui, et que donc vous retrouvez dans une position qui ne vous convient plus. Et ça, je l'entends, et je crois que vous le dites très clairement.
Mais ça vient peut-être du fait que, sans vous en rendre compte, vous l'avez laissé installer un petit peu le couple, quoi. C'est-à-dire que, bon, lui, il n'a pas changé grand-chose dans son comportement, et vous, comme beaucoup de femmes, malheureusement, vous vous êtes laissé un petit peu dominer, si je puis dire. Et c'est important de réaliser. Alors, encore une fois, c'est l'hypothèse que je fais. Mais si c'est ça, il est encore temps de redresser la barre, parce que vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps. Mais c'est à vous de le faire, parce qu'autrement, vous allez de plus en plus vous sentir dans une situation qui ne vous convient pas. Alors, j'entends bien et je suis en partie d'accord avec ce que vous venez d'évoquer, Brigitte. Je pense qu'il y a quand même de l'amour, hein. Il y a quand même quelque chose, parce que ça a été le début d'une très belle histoire, hein. Aussi bien pour lui que pour moi, visiblement, hein, puisqu'on l'a évoqué, on en a parlé longuement. Mais pour autant, moi je ressens, c'est pas de la lassitude du tout, mais j'ai l'impression de ne plus lui convenir. Oui. Je pense qu'il vous manque un des 5 langages de l'amour, c'est la qualité des moments partagés. Alors, il y en a encore quelques-uns qui sont très très forts, Brigitte, effectivement. Mais vous avez l'impression qu'il s'échappe un peu, et que vous êtes un peu resté, restez un peu sur le carreau. Étant donné que j'ai le sentiment qui m'échappe un petit peu, j'ai presque tendance à dire, mais alors qu'est-ce que je fais ? Je me mets à le tromper, je me mets à... Ça me pousse hors de moi. Oui, vous avez peur, et du coup vous avez un comportement qui va aller dans le sens de votre peur, et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Emma Becker, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie ? Non, mais alors, juste peut-être un commentaire, parce que vous parliez du fait que ça a été un démarrage sur les chapeaux de roue, une très belle histoire. Oui. Le problème des belles histoires, c'est qu'il faut effectivement y survivre, et qu'il y a dans une très belle histoire, je pense au début, les premiers mois qui sont évidemment très intenses, il n'y a pas de personne à défaut, ni vous ni l'autre, et puis au bout d'un moment la réalité s'installe. Mais j'avais une suggestion qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous ne vivez pas ensemble, qu'est-ce qui vous empêche de continuer à vivre comme des amants, c'est-à-dire lui chez lui à faire sa cuisine, ses histoires, ses petits trucs, et vous pareil, et vous vous visitez comme si vous étiez clandestinement ensemble? Eh bien, je ne suis pas équipée. Ah. Je ne suis pas très équipée pour ce genre de relation, en fait. Vous avez peur et je tente à dire, et c'est ce qu'on s'était dit au début de notre histoire, hein. Il était très facile, effectivement, de se voir. D'ailleurs, au début, voilà, c'était 2-3 jours chez lui, 1 ou 2 nuits par semaine, et on a monté crescendo un petit peu, et je me rends compte. Alors, il a plein de belles choses à m'apporter, tout comme moi. Il y a quelque chose quand même de solide dans cette histoire. Et pour autant, moi, je ne veux pas une relation séparée. Parce que pour moi, c'est la porte ouverte à plein de choses. Oui, vous avez peur qu'il en profite. En fait, Valérie, c'est toute la symbolique de la sécurité et de la liberté. Vous voulez la sécurité de vivre ensemble, sauf que la sécurité, c'est l'opposé de la liberté. Et à partir du moment où vous êtes dans cette demande de sécurité, vous avez sacrifié beaucoup de choses, et lui n'a rien sacrifié, visiblement. Et je crois que c'est ça qui fait que vous vous sentez un petit peu... en fait, oui, lui, il était chez lui, donc... oui, j'ai bien entendu. Il a bougé ses habitudes, parce que il avait des habitudes... Oui, mais Valérie, ce qu'il faut comprendre, et moi là sincèrement je n'ai pas la réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est, est-ce que c'est ce que vous ressentez qui est juste, ou est-ce que c'est votre peur qui vous fait ressentir ça? Et ça, moi, je n'ai pas la réponse. Donc moi, je vous conseille d'aller peut-être plus profondément évoquer ça. C'est 1 ou 2 séances avec un thérapeute pour analyser vos peurs, parce que si ça se trouve, cet homme il est formidable, il vous a accueilli, il vous aime, il
il continue à gérer sa vie comme avant, et puis vous avez tellement peur on sent chez vous une grande peur alors peut-être que ça parle aussi de votre passé amoureux. Vous avez peut-être été beaucoup trompé, et donc c'est une sorte de mémoire comme ça qui vous fait croire que tous les hommes sont infidèles. Vous voyez, je pense qu'il faut aller régler ça, parce que sinon vous allez mettre fin à cette belle histoire qui, semble-t-il, moi pour l'instant, je crois que cet homme il vous aime, il n'y a pas de raison, sinon il n'aurait pas accepté que vous vous installiez chez lui. Donc allez régler cette histoire de peur pour voir si elle est vraie. Enfin, qu'est-ce que ça cache, et puis vous verrez bien ce que vous arrivez à trouver. Il me semble que c'est en vous, en tout cas, qu'il faut trouver la réponse. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, sensations et émotions, et vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Emma Becker, vous pouvez bien sûr réagir à ce Love Conseil. Je vais parler des sensations et des émotions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec leurs émotions, qui n'arrivent pas trop à non seulement à les repérer, mais aussi à les canaliser. Alors, un des bons moyens de détourner notre attention d'une émotion qui justement nous envahit, eh bien, ça consiste à produire des sensations. Et par exemple, je prends le premier exemple qui me vient sous la main, vous avez un glaçon dans la main. Eh bien, cette sensation de froid que vous allez ressentir va l'emporter sur une émotion, que ce soit une émotion de joie, de colère, de tristesse. Et donc, le tout, c'est de trouver chacun quelque chose qui peut à tout moment vous détourner d'une émotion qui serait dérangeante, comme la colère, évidemment. Alors, vous pouvez inventer votre gris-gris. Ça peut être une toute petite balle que vous avez dans la poche. Ça peut être un élastique autour du poignet que vous pouvez étirer et relâcher à l'infini si à un moment donné vous êtes un peu submergé par une émotion que vous n'arrivez pas à comprendre. Et bien sûr, il y a la respiration qui est un excellent moyen de revenir à la sensation et qui à ce moment-là va calmer n'importe quelle émotion. Moi, je suis évidemment pour la respiration parce que c'est quelque chose qui nous remet avec notre monde intérieur. Mais si vous n'en êtes pas là, eh bien, prenez l'élastique ou une balle ou je ne sais quoi d'autre. Mais on remarque souvent que les gens, quand ils sont un petit peu énervés ou etc., vont se mettre à gribouiller, à triturer. Et c'est pas idiot, et il faut au contraire les encourager parce que une sensation éloigne de l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer. Alors évidemment, plus la sensation est agréable, plus c'est efficace, mais parfois il y a des gens qui préfèrent une sensation douloureuse. Et par exemple, j'ai déjà vu des gens qui, quand ils ont un petit problème et qu'ils ont besoin de se recentrer, ils vont se mettre à se pincer ou à se griffer ou à se mordre, et ça marche très très bien. Tout à fait. Je n'ai rien à ajouter à part qu'effectivement, en cas d'angoisse subite, la respiration, le fait de se crisper très fort, parce que quand on se relâche après d'un seul coup, on va beaucoup mieux. Et puis toujours se tenir les mains occupées quand on a le cafard. Ça, pour moi, c'est souverain. S'occuper. Des tâches subalternes. Absolument. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Emma. Bonjour. Alors, vous faites un métier d'homme, Laurence, je crois. Oui, je suis dans le bâtiment. Et je suis sur les chantiers depuis que j'ai 25 ans. Et sur le chantier, on m'appelle la fille. Oui. Et ça vous plaît qu'on vous appelle la fille ou pas? Pas trop, non, parce que c'est jamais très... Enfin, d'abord parce que je me positionne pas comme une fille, je me positionne comme une professionnelle et ça me dérange un peu, mais moins maintenant, mais plus jeune en tout cas, ça me dérangeait qu'on me catégorise comme une fille et non pas comme une professionnelle. Maintenant, ça me dérange moins, mais c'est quand même quelque chose qui a toujours été mis en avant et qui m'a toujours desservi, quoi qu'on en dise. Même si on prône l'égalité, même si on prône... De manière, c'est pas compliqué. Mon compagnon, le père de mes enfants, a la même formation que moi. On a commencé à travailler en même temps, au même âge. Et dès que j'ai eu mon deuxième enfant, il a eu 30% de plus de salaire que moi. Alors qu'on a fait le même métier depuis le début, tout le temps. Et pourquoi? Parce que vous avez dû vous arrêter? Parce que tout simplement parce que c'est un homme? Vous pensez que naturellement, ou alors est-ce qu'il s'est battu pour avoir une augmentation?
Même pas, non, parce que quand j'étais allée voir mon patron en lui disant je comprends pas pourquoi je suis pas augmentée, on m'a dit mais parce que votre statut de maman n'est pas compatible avec le chantier, donc on peut pas vous mettre sur un chantier, donc on vous met dans des tâches qui sont moins bien cotées, on va dire. Donc c'était mon statut de maman. Je dis le statut de papa, ça apporte quoi ou ça enlève quoi? On m'a jamais dit. Rien, visiblement. Parce que en plus on était dans la même entreprise, donc c'était pas compliqué. Donc voilà. On m'a aussi dit que quand j'ai annoncé ma deuxième grossesse, on m'a dit ah bon déjà? Oui, excusez-moi, il fallait que je demande l'autorisation. Non mais Laurence, il faut arrêter de se voiler la face. On sait très bien qu'il y a des chefs d'entreprise qui préfèrent choisir à travail égal un homme parce qu'il sait très bien qu'une jeune femme de 25 ans, elle risque d'avoir une ou deux grossesses et enfin je veux dire, on le sait très bien et je vois pas quelle loi pourrait empêcher ce genre de choses. En même temps, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Laurence, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de choisir ce métier? Ça a été complètement par hasard. Alors ça, j'y crois pas. Hein. Moi, le hasard... en fait, peut-être que... Laurence, le hasard... Quand on sort de prépa, on passe des concours d'ingénieur et en fait, j'ai réussi une école et je devais suivre mon mari sur Paris, donc je suis allée dans cette école parce qu'elle était sur Paris, en fait. D'accord. Et donc en fait, voilà. Et donc là, on voit bien que le fait d'être femme, que vous avez suivi votre mari, donc du coup, suivi sa profession, vous avez eu envie d'avoir des enfants, donc vous avez subi un salaire moindre, et c'est votre condition de femme finalement qui a joué beaucoup dans votre vie. Tout à fait, tout à fait. Et alors en même temps, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir suivi votre mari? Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des enfants? Ah non, pas du tout, non, mais par contre, c'est... Ce que je regrette, c'est en fait d'avoir chaque fois fait des choix par défaut. Parce que quand je voulais faire du chantier, on m'a dit non, vous êtes maman, donc c'est pas possible. Donc je me suis retrouvée dans un bureau. Dans un bureau, on m'a promis la direction du bureau, puis après on m'a dit bah non, parce que les gens du bureau veulent pas être dirigés par une femme. Donc je pourrais pas te donner la direction. Bon, d'accord. Donc j'ai quitté l'entreprise et chaque fois j'ai fait des choix par défaut parce que chaque fois je me butais à un non. Ouais. En fait. Mais merci de votre témoignage parce que ça montre la réalité de ce que c'est qu'être une femme et puis voilà tout. On peut raconter ce qu'on veut, mais enfin, je sais, Emma Becker, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? C'est un tableau criant de tout justement ces choix que les femmes sont obligées de faire ou qu'on fait pour elles à cause de leurs conditions. Enfin, ce sont des choses contre lesquelles on peut malheureusement difficilement se défendre. Enfin, si, bien sûr, il y a des lois pour nous aider, mais enfin, il y a quand même tout un monde qui s'élève contre ces lois. Ce que vous nous décrivez là, c'est un microscope de la vie professionnelle et sociale des femmes. Quand j'ai fait ma première grossesse, quand j'étais enceinte pour la première fois, je suis allée voir mon comptable, enfin le RH, pour lui demander comment se passaient les congés maternité. Il m'a dit, je sais pas, j'en ai jamais fait encore. Mais il faut dire, peut-être pas à l'heure des charges, mais enfin quand même pour expliquer que vous avez choisi un métier extrêmement rare, j'imagine, parmi vos consoeurs. Je pense qu'il y en a peu qui font le même boulot que vous, hein. Vous devez faire jurisprudence. Quand j'ai commencé, on était 10%. Maintenant, on commence à être 20-30% à peu près. Ah, quand même. Oui, c'est pas anodin. Oui. Il m'est arrivé de faire des chantiers où tout l'encadrement était féminin. Ah. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a un peu l'image, dans le bâtiment des hommes qui sont qui portent des sacs de ciment. Enfin, je caricature, hein. Mais en effet, il y a quand même des tas de métiers dans le bâtiment où on n'est pas obligé d'être un homme, hein. Mais on va pas plus haut, hein. On ne devient pas non plus chef, entre guillemets. On ne devient pas chef d'agence, on ne devient pas directeur régional. On reste chaque fois dans l'opérationnel.
Non, mais de toute façon, Laurence, votre témoignage, il est criant de vérité. Je crois qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. Il y aura, et encore une fois, il y a à l'inverse. Je dis ça un petit peu parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent et c'est ce qu'ils doivent penser. À l'inverse, un juge devant pour les affaires familiales, il donnera plus facilement la garde à la femme qu'à l'homme. Donc voilà. Mais est-ce que c'est alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que la société soit plus égalitaire, parce que tout en acceptant nos différences, quoi. Ça serait possible, je pense, d'avancer dans ce sens-là quand on n'entendra plus certaines féministes dire qu'une femme c'est comme un homme, quoi, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça, mais moi j'ai eu 2 garçons, j'ai essayé de les élever dans le respect de la femme. Bon, ça, ils respectent les femmes, mais il y a des tâches pour lesquelles ils me disent non, fais-le toi, c'est toi la femme, fais-le toi. Pourtant, j'ai essayé de les élever dans l'égalité. Mais je pense que c'est ça, oui. De naturel, quoi. Enfin, je sais pas si c'est du naturel ou. Enfin. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, en plus, il nous incombe à nous, les femmes, de démêler cet écheveau et de savoir qui, à travers nous, éduque nos enfants. Est-ce que ce sont encore nos mères et nos grands-mères, c'est-à-dire l'éducation qu'on a reçue? Parce que je me doute bien, moi aussi, j'ai 2 garçons et je voudrais faire comme vous. Je voudrais en faire des hommes un peu plus fonctionnels que ceux qu'on a pu connaître nous. Je crois que c'est une responsabilité énorme et il faudrait, pour pouvoir leur donner l'éducation qu'on voudrait, déjà réussir à se défaire de la nôtre, et tout ça fait partie de ce processus, je crois, de libération intérieure qui est le travail d'une vie. Hein. Ouais. En même temps, je crois, Laurence, que les hommes, je parle pas des abrutis qu'il faut stigmatiser. Je pense quand même que la plupart des hommes ont un respect de la femme. Et quand ils vous appellent la fille, je pense qu'en même temps, si vous avez, ils sont prêts. Enfin, moi, je l'entends quand j'ai parfois des femmes qui sont camionneurs, qui témoignent. S'il y a un truc à porter, etc., il y a toujours un homme qui vient pour l'aider. Est-ce que vous? Oui, c'est vrai. Voyez. C'est vrai. Donc, je crois qu'il faut aussi, essayer de comprendre ça et puis voir comment. Enfin, moi, je pense que de toute façon, la société évolue énormément et je suis d'une nature terriblement optimiste. Mais votre témoignage me fait plaisir parce que ça montre bien qu'il suffit pas qu'il y ait des lois, quoi. Parce que sur le terrain, de toute façon, chacun décide un petit peu. Moi, j'ai pas manqué un jour pour enfant malade dans toute ma carrière. Ah oui. D'abord, ça n'existe pas dans, je crois, la pension du bâtiment pour les femmes. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Pas de jour pour enfants malades, puisque comme c'est des hommes en majorité, ils ont leurs femmes qui s'en débrouillent. Mmh. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même, justement, c'est pas tant le problème que vous n'ayez pas eu de jour, pour enfants malades, c'est plutôt que ça ne soit pas prévu dans le cas où des pères soient obligés de rester à la maison. C'est bien là qu'on voit qu'il y a quand même un problème structurel qui considère que les femmes s'occupent des gosses et tous ces mecs qui bossent sur des chantiers sont complètement exonérés des gardes d'enfants. Il y a quand même un problème on ne peut pas atteindre l'égalité si on ne responsabilise pas un peu plus les pères. Hein. Oui, ou alors on va avoir de plus en plus de femmes qui ne voudront pas d'enfants et c'est pas ce que la société veut non plus. Donc, mais parce que c'est pas confortable d'avoir des enfants dans ces circonstances-là, c'est bien vrai. Ça reste mais toujours. Mais je les défends aussi à l'inverse, c'est que récemment on cherchait à embaucher quelqu'un dans notre bureau d'études et mon patron me dit moi il y a un jeune que j'aurais bien pris mais il commence à me dire qu'il veut partir de bonne heure pour aller chercher ses enfants à l'école. Ben voilà, vous avez tout dit. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Ça aurait été une secrétaire, je lui aurais dit oui. Pourquoi lui, tu lui dis non? Ben voilà. Donc, d'emblée, il n'a pas été choisi parce qu'il voulait aller chercher ses enfants à l'école. Et moi, je trouve ça personnellement révoltant pour les femmes, évidemment, mais je trouve ça aussi très triste pour les hommes à qui on interdit quelque part de s'occuper de leurs enfants, de prendre la place qu'ils méritent et qu'ils devraient occuper. C'est révoltant à tous les niveaux, ce que vous racontez là. Oui, mais il a quel âge, ce patron? Il est vieux, j'imagine. Il a une petite cinquantaine.
Ouais, enfin, il n'est pas Pas plus, pas si vieux. il est pas si vieux que ça, mais je pense qu'un... C'est le métier très masculin, je pense. Hein, Ouais, c'est le métier très masculin, mais je pense quand même que ça évoluera. C'est-à-dire que je pense que dans 20 ans, parce qu'on avance quand même beaucoup sur le fait que les hommes vont aussi chercher leurs enfants à l'école, tout ça. Donc je pense qu'on avance. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, votre constat, oui, il est consternant. Et puis Laurence nous parle d'un monde quand même très exceptionnellement masculin où je pense ces choses-là bougent beaucoup plus lentement que dans un bureau lambda. Oui, certainement. Oui. Certainement. Certainement. Bon, écoutez, bravo, tenez bon, hein, Laurence. Oui. Merci en tout cas, merci de votre beaucoup. témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Émilie qui va réagir. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Emma Becker, on se pose la question de la liberté des femmes aujourd'hui, en ce 21e siècle. Les choses avancent, mais peut-être pas aussi vite que les femmes aimeraient. Et puis, les hommes ont le droit de prendre la parole. Hein. Vous êtes là aussi pour réagir, notamment si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez entendu le témoignage de Laurence, que vous avez envie de réagir. Émilie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à votre invitée Emma. Bonjour. Merci Émilie de témoigner. En tout cas, on sent à votre voix une femme dynamique. Ah, bon, d'accord. Ok, peut-être, mais en même temps, c'est pas simple. Voilà. Et moi, je réagis dans le sens où j'ai voulu... en fait, j'ai été élevée plutôt par une maman qui me disait tout le temps un homme ne sert à rien, il faut être autonome, il faut... pas avoir à dépendre d'eux. Et je trouvais que c'était un homme ne sert à rien, c'est un discours toxique. Hein. Je le dis très haut et très fort. Voilà. Mais difficile. Un monde sans hommes, je pense que ce serait un monde bien triste. Maintenant, qu'on puisse dire à sa fille qu'il faut se faire attention, etc. Ok, mais un homme... ça sert à rien, je pense que c'est... Voilà. Oui. Et vous semblez d'accord avec ça? Oui, complètement. Enfin, moi, j'étais justement pas de père à la maison, avec une maman seule. On était avec vraiment ce discours-là. Et ma sœur et moi, on a souffert. Et moi, j'ai trouvé ça horrible. Et je voulais surtout pas avoir cette vie-là, justement. Et j'ai voulu prouver que il fallait un père et aussi un mari. Bon, ça n'a pas forcément été une réussite parce que c'était pas forcément le bon pour moi, mais aujourd'hui je suis séparée avec mes enfants. J'ai jamais eu vraiment pas ce discours-là parce que je trouve que c'est effectivement destructeur. Moi, ça a été compliqué de me construire après, et je reste convaincue que seul, c'est pas du tout un équilibre ni pour les enfants ni pour une femme. Le fait de tout porter est terriblement difficile, mais c'est pas ça la liberté. Parce que ça... c'est une prison dorée, oui. Tout à fait. Dorée, je sais pas, mais une prison. Parce qu'on est enfermé dans le quotidien, les obligations, le fait que il y a les enfants et que ça prend beaucoup de temps, que le travail est indispensable, minimum, et voilà. Oui, parce qu'il faut gagner sa vie pour pouvoir nourrir les enfants, oui. Et il reste pas beaucoup de place pour vivre pour soi. Oui. Voilà. La liberté, alors ça, c'est important ce que vous venez de dire justement, Émilie. Est-ce que la liberté, finalement, c'est les quelques moments qu'on a dans la journée qui sont rien que pour nous? Moi, je trouve que c'est une belle définition, peut-être aussi, me semble-t-il. Emma Becker, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, que la liberté, à partir du moment déjà où on a des enfants, mais où on a des gens autour de nous qui comptent sur nous, la liberté ne peut être savourée que par petits instants, plus ou moins fugaces, malheureusement. Après, moi, ce que j'entends de ce que vous dit votre mère, je connais pas le contexte, mais si elle était elle-même séparée, tout ça, c'était peut-être aussi une façon de dire ne fais pas la même erreur que moi, ne te mets pas dans une situation où tu dépends financièrement, émotionnellement d'un homme, ce qui, je pense, est une bonne ligne de conduite à donner aux femmes en général. Après que vous l'ayez perçu comme un homme, ça sert à rien, ça vous gâche votre temps, il y a du vrai, il peut y avoir du vrai aussi parce que, encore une fois, on a appris aux femmes à dépendre des hommes. Donc c'est bien aussi qu'on nous explique qu'on peut être complète
sans forcément avoir la présence d'un homme, que même la sexualité peut très bien à certains moments se passer d'un homme, enfin... mais je comprends que ce que vous avez perçu, c'était quelque chose de beaucoup plus douloureux dans votre tête de petite fille, ouais. Oui, c'était ça. C'était, en fait, le problème remontait au-dessus. Elle a souffert d'un père autoritaire et voilà, et d'une mère totalement soumise. Oui. Et qui ne pouvait décider de rien, même pas de ses sous qu'elle gagnait, malheureusement, la pauvre. Et c'est elle-même, ma mère, n'a pas voulu vivre ça et elle était totalement indépendante. Et bon, la séparation avec mon père ne l'a pas fait souffrir du tout. C'était... Bon, après, moi, je pense que cette formule toxique de un homme, ça sert à rien, on peut aussi le lire de façon positive, c'est-à-dire personne ne devrait servir à quoi que ce soit. Il faudrait que l'autre soit dans notre vie une réjouissance, éventuellement un agrément, un soutien. Mais que l'autre n'ait pas, de par son existence, une fonction qui nous sauve de nous-mêmes. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je crois qu'on a loupé le coche. On est passé du couple à l'époque avant la guerre et avant les années 60, du couple qui s'associait pour pouvoir élever les enfants et vivre un peu mieux parce que argent, vivre temps, seul, ça coûte plus cher que vivre à deux. Et on est passé donc d'un couple, comment dirais-je, solidaire à un couple qui doit s'aimer et que c'est parce qu'il s'aime qu'il va. Mais je crois qu'on n'a pas. Enfin, moi, il me semble qu'il y a un juste milieu à trouver entre ces deux extrêmes. Et là, là, pour l'instant, on a tout faux, quoi. Parce que élever seul des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué pour un homme aussi, de toute façon. Ou alors, il faut avoir un super salaire. Mais si on a un super salaire, on bosse plus que 8 heures par jour. Enfin, et quoi qu'on en dise, même si on pourrait améliorer le nombre de crèches, même si on pouvait améliorer, etc., on ne fait pas non plus des enfants pour les confier à quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est un vrai problème. On va y arriver. Moi, j'ai tendance à penser qu'on va y arriver. Les femmes changent, les hommes changent, mais on y arrivera qu'en essayant ensemble de se comprendre et de construire aussi, oui. Et de construire. Et peut-être que moi, c'est ce que je dis souvent aussi. C'est ne croyons pas que l'amour, le bel amour passionnel, va durer toute une vie. Non. Donc associons-nous plutôt à un homme en tant que femme avec qui on s'entend bien et avec qui on va pouvoir négocier une relation affective cohérente pour les deux. Et faisons ensemble des enfants, quoi. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à réfléchir, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué aussi de choisir quelqu'un à un moment donné de sa vie et d'évoluer dans la même direction. C'est pas non plus évident. Non, parce qu'à l'âge où on fait des enfants, on est encore en train de se construire. On ne sait pas qui on est et on va choisir en fonction de nos propres blessures et du couple parental qu'on a. Donc, je ne sais pas comment vous avez choisi cet homme, mais certainement plus par réaction que par intelligence amoureuse qu'on peut pas. C'est exactement ça, et donc ça m'amenait pas vers une liberté, ça m'a enfermé aussi dans des souffrances. Mais est-ce que vous avez une bonne relation avec le père des enfants ? Du tout. Oui, d'accord. Tout. Pas du tout. Ça s'est fini très mal, et les enfants en ont souffert, en pâtissent encore. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de souffrance, en fait. Mais est-ce que vous étiez très amoureuse du père des enfants ? Du tout. Ah oui, d'accord. Pas plus. C'était juste, je vais prouver à ma mère qu'elle a tort. D'accord. C'est ça. J'ai voulu espérer trouver quelqu'un qui était prêt à construire une famille. Mais peut-être devriez-vous, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais considérer qu'au lieu d'un ratage, c'est tout simplement une étape, dans cette aventure qu'est votre existence. Vous vous êtes gouré sur ce point, mais ça vous a fait évoluer aussi, et ça vous aura certainement amené vers le prochain qui existe déjà, qui est déjà dans le coin, même si vous le connaissez pas encore. Oui, mais je le vis comme ça. Enfin, je tends à y réfléchir comme ça. Mais voilà, mais je sais que c'est pas facile. Entre le ressenti et puis la réflexion, je ne suis pas encore très au point. Bon, vous avez encore de nombreuses années pour être une femme libre, épanouie, mais en même temps, bravo, parce que vous allez en faire quelque chose de ces ratages, et puis on vous souhaite en effet de
trouver cet homme qui vous permettra de me prouver à votre mère qu'un homme, ça sert à quelque chose. Et oui. En tout cas, merci Émilie, merci beaucoup. On va continuer bien sûr dans cette deuxième heure à évoquer, on voit, hein, quoi qu'on en dise, bon, ok, c'est peut-être pas simple d'être un homme libre, mais je crois que c'est quand même plus simple. Me semble-t-il, oui, que d'être une femme libre, hein, je crois. Oui, mais on verra, hein, on a encore 1 heure pour essayer de débattre, Emma Becker. Dans un instant, c'est les infos, et puis comme toujours, il y a une petite devinette. Avant les infos, elle m'amuse beaucoup, celle-là. C'est un couple, justement, et madame regarde beaucoup Top Chef, vous savez, cette émission qui montre comment faire la cuisine. Et son mari lui dit, mais je vois pas pourquoi tu regardes cette émission, de toute façon, tu fais très mal la cuisine. Qu'est-ce que répond cette femme? La réponse, c'est après les infos. Et puis, on vous invite évidemment, vous aussi, à réagir. Les hommes peuvent réagir, hein, bien sûr. 0826 300 300. À tout de suite. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On évoque le sujet des femmes libres avec Emma Becker, une femme libre, romancière, et je vous invite vraiment à lire son dernier livre, Le Mal Joli, aux éditions Albin Michel, qui montre bien que c'est pas si simple d'être libre affectivement et sexuellement, parce que notre cœur bat très vite la chamade. Et puis on vous invite évidemment à réagir au 0826 300 300. Alors la réponse à ma devinette, c'est une femme qui regarde Top Chef. Son mari lui la critique puisque de toute façon elle fait pas bien la cuisine. Qu'est-ce qu'elle répond? Tu regardes bien des pornos et tu sais pas baiser. Eh bien, c'est tout à fait l'excellente réponse. Bravo Emma Becker. Alors, avant de donner la parole à Flora, on va décoder la devise du jour. Aller vers l'avant et non pas fuir. Et c'est vrai que c'est pas la même chose que de fuir une situation qui ne convient pas. Donc, on a l'impression qu'on va vers l'avant et aller vraiment vers l'avant, parce que le premier, ça consiste à courir et à se donner l'illusion qu'on fait quelque chose pour ne pas subir, mais sans forcément aller dans la bonne direction. En revanche, aller de l'avant, eh bien, ça se fait généralement en confiance et surtout avec le sentiment d'avoir fait le bon choix. Et j'appuie sur cette notion de bon choix puisqu'on parle de liberté aujourd'hui. Oui, et puis je crois surtout que fuir implique de partir avec tout ce qu'on a sur soi, alors qu'aller de l'avant, je crois, être libre implique de parfois faire un sacrifice et abandonner quelque chose derrière soi, même si ça n'est qu'une illusion sur soi-même, sur sa situation. Absolument. Flora, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Emma Becker. Bonjour. Merci de réagir, Flora. Donc, votre mère était femme au foyer. Hein, Alors, non, elle travaillait, mais elle faisait, comment dire, elle agissait comme une femme au foyer. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de tout. Et c'est ça. D'accord. Elle s'inscrivait dans l'éducation des enfants, dans la bonne cuisine, le ménage. Voilà, c'était son étiquette et elle n'en sortait pas. Mais elle était heureuse d'être dans ce système-là, parce qu'il y a des femmes, et d'ailleurs moi je reconnais que moi aussi j'aime bien que mon intérieur soit nickel et je suis capable de prendre un balai sans aucun problème. Donc est-ce qu'elle était heureuse? Parce que c'est ça la question. Ben, je pense qu'elle ne connaissait pas autre chose. Donc oui, elle y trouvait son compte. Elle s'en plaignait pas? Non. C'est une génération où ils étaient beaucoup dans le faire, il y avait une éducation aussi et qu'elle a transmise. Voilà, et je me suis inscrite aussi dans ça. Hein. Je n'ai pas pu me défaire de cette éducation où le bien manger est important, la maison familiale aussi. Et d'ailleurs, je le travaille beaucoup aujourd'hui, cette maison familiale. Voilà. Et du coup, je me questionne et je veux me sortir de ce carcan-là. D'accord. Voilà, parce que et en même temps, je me dis aujourd'hui, à travers la jeune génération, enfin j'ai une fille qui a 20 ans, et je me dis à trop vouloir s'affranchir de tout aussi, les moindres contraintes, les moindres frustrations, surtout dans le couple, je vois, on fuit, on veut cette liberté, mais à quel prix, quoi. Voilà.
Eh oui, eh oui. Mais c'est toujours la même histoire. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire parce qu'on considère que c'est bien, mais il ne faut pas se sentir obligé tout le temps et c'est trouver le juste milieu. Et puis je crois surtout qu'il y a aussi cette espèce de tyrannie d'être mieux que nos mères, nos grands-mères, de vouloir toujours être plus libérés. Est-ce que c'est forcément constructif d'aller contre ses instincts si ça vous fait plaisir d'avoir une belle maison, des enfants bien nourris, bien élevés, au lit à l'heure? Je vois pas tellement où est le problème. C'est-à-dire, il y a aussi un truc qui est la multiplication des possibilités. Forcément, ça devient affolant de se dire, j'ai cette vie, mais je pourrais en avoir 10 autres. Et cette liberté-là peut être aussi une forme d'oppression, parce que du coup, on ne sait plus quoi désirer. Bien sûr. Trop de liberté, ça n'a pas de sens. Mais là où vous avez raison, Flora, c'est que oui, votre fille, si elle veut absolument rester libre, elle risque de passer aussi à côté d'une vie sentimentale qui parfois a beaucoup de charme et d'intérêt. Oui, c'est ce que j'observe aujourd'hui en fait. Mais beaucoup de jeunes femmes sont dans cet esprit-là. On voit beaucoup de femmes qui ne sont pas lesbiennes, mais qui se font faire actuellement des enfants par PMA pour ne pas avoir d'hommes. Pourquoi pas, encore une fois, mais est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est une revendication de liberté? Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Ouais, c'est questionnant, oui, tout à fait. Voilà. Après, moi, par rapport à l'éducation que j'ai eue, en fait, je me suis rendu compte que je ne m'autorisais pas, où j'étais très mal à l'aise quand je partais avec des amis, IE et I, en week-end. Du coup, je culpabilisais, et ça, je pense que c'est par rapport à l'éducation. Jamais j'ai vu ma mère faire ça. Et du coup, je culpabilisais, donc j'ai tout verrouillé, c'est-à-dire le repas pour le week-end pour tout le monde, la maison propre. Et je me suis dit, mais dans quoi tu t'inscris, quoi? Comme quoi, l'éducation, pour s'en défaire, c'est compliqué. Bah oui. Puis vous savez bien, parce que vous êtes maman, que même si vous avez préparé les repas en amont, tout verrouillé, vous avez quand même la culpabilité de ne pas être là avec eux à ce moment-là, parce que le temps qu'on partage avec eux n'a pas de prix, on ne peut pas organiser ça en amont. Oui, et puis je m'autorise en solo de passer du bon temps, quoi, entre guillemets. Et du coup, tant et si bien que juste avant de rentrer chez moi, j'ai vomi tout ce que je pouvais, à croire que j'avais accompli quelque chose qui n'était pas acté dans dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Et du coup, ça m'a beaucoup questionnée. Le fait d'être juste pour vous-même, d'exister juste pour vous-même. Exactement. Et je me suis dit, là, je m'ai servi d'une éducation. Alors, Flora, je peux vous aider un tout petit peu parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours on a souvent. Pas toujours, mais on a souvent un lien de loyauté vis-à-vis de sa mère en tant que femme et s'autoriser des choses qu'on aurait aimé que sa mère puisse s'autoriser, ça peut en effet nous ravager. Et oui. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous l'avez dit, votre mère n'avait pas l'air de s'en plaindre. Donc, mais vous, petite fille, peut-être que de temps en temps, vous aviez envie de dire à votre maman, attends, repose-toi, pose-toi, prends soin de toi. Et c'est cette petite fille-là qui à un moment donné vous rend coupable si vous essayez de profiter un peu plus de la vie. Oui, complètement. Voilà. Je l'observe aujourd'hui à travers des amis, à travers de réflexion aussi, en tant que maman aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de bien travailler sur son éducation, sur ses croyances et puis sur ses vrais désirs au fond, parce que c'est chouette aussi d'avoir le vrai désir que toute sa famille soit bien nourrie, soit dans un cadre agréable. C'est une satisfaction aussi. Vous savez, parfois on se fait plus plaisir à faire plaisir aux autres qu'à se faire plaisir à soi-même. Oui, complètement. Donc, mais je pense qu'il se serait débrouillé aussi. Et du coup, je mets une mainmise aussi sur tout et je veux tout contrôler. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte que mon fils, du coup, se repose beaucoup sur ça. Et demain, s'il veut faire famille ou couple, je lui ai pas donné forcément tous les bons éléments parce qu'il est habitué à ça. Et voilà. Oui.
Oh, écoutez, Flora, soyez indulgente. Je crois que vous êtes quand même assez bien et vous avez fait plutôt bien. Donc, soyez indulgente avec vous-même. Hein, mais vous voyez quand même à quel point c'est un enjeu, la liberté individuelle pour soi, parce que finalement, une fois dégagées toutes les obligations, vous avez quand même cette idée de mais qu'est-ce que je désire pour moi seule, et c'est finalement la question la plus étourdissante, parce que j'imagine que votre maman, moi j'ai eu une grand-mère qui était un peu comme votre maman, c'est-à-dire une femme au foyer accomplie, et quand elle a vieilli, elle a commencé à dire moi j'ai tout donné, j'ai donné toute ma vie, maintenant c'est fini. Et je crois que c'est un malentendu. Je crois que la vie est toujours une question de donner et puis de recevoir. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Ça s'arrête quand on est mort. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus confondre la liberté avec le fait qu'on est comme ça au contact des autres en permanence. Parce que la liberté toute seule dans un chalet en pleine montagne, ça doit pas être toujours drôle tous les jours non plus, hein, Flora. C'est clair. Donc au c'est fond, un équilibre aussi. Oui. Quand vos enfants ont besoin de vous, c'est quand même une sacrée joie, hein. Oui, complètement. Eh ben oui, Oui, donc c'est vrai. voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'aller chercher ses vrais désirs. Ouais. Il y en a pas tant que ça, et on n'a pas besoin de tant pour s'accorder ses vrais désirs. Et c'est un peu l'histoire des petits et des gros cailloux, vous savez. Il faut d'abord connaître les gros cailloux, et puis les petits cailloux, on s'en fout un peu. Hein. Complètement. Complètement, oui. Merci Flora, en tout cas, à vous. de cet échange. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ah, et on a un homme qui va témoigner, Emma Becker, dans un instant. C'est David qui est avec nous. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Emma Becker, romancière, autrice notamment de son dernier livre Le Mal Joli aux éditions Albin Michel, est avec nous. Nous évoquons donc la condition des femmes et la difficulté finalement à être une femme libre, hein, et en tout cas c'est ce qu'on entend depuis 14 heures. Et nous avons un homme. Merci David de témoigner. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous voulez réagir avec Emma Becker, hein, il me semble. Alors, en fait, c'est réagir à tout ce que j'entends. Alors, déjà, merci de me recevoir. Je vous écoute assez régulièrement, puisque entre 14h et 15h, j'ai un peu de temps avec le travail, donc je me pose et je vous écoute, après André Berkoff. Bref, merci. donc si vous voulez, bon, je sais pas par où commencer, je suis un peu stressé parce que j'ai pas l'habitude de passer en radio. Je veux pas paraître un peu brouillon dans ce que je voulais dire. En fait, c'est toutes ces comment dirais-je, toutes les interventions qui me font réagir, tout parce que j'entends ce genre d'intervention assez régulièrement dans mon entourage. Je travaille dans le bâtiment, j'ai 43 ans. Oui. Je suis papa de 2 enfants, j'ai fait 20 ans avec une femme, et moi la charge mentale c'est moi qui l'ai subie en fait. Alors je ne vais pas prendre mon cas personnel comme une généralité, sauf que force est de constater qu'autour de moi j'ai de plus en plus de femmes qui sont entre 20 et 40 ans, qui ont un peu ce discours de me parler de liberté. Alors moi je sais pas quel type de liberté dont on voudrait parler, si c'est de la liberté sexuelle ou si c'est se sentir libre. Voilà, moi j'ai élevé mes enfants en faisant entre 50 et 70 heures par semaine. J'ai jamais voulu fuir mes responsabilités. Bon, le fait est que j'avais une femme moi qui se laissait vivre. Où ça a été la bagarre permanente quand elle a perdu son travail à notre deuxième enfant. Je lui ai dit qu'elle se prenait pas la tête. Si elle devait pas retourner travailler, c'était aussi bien de s'occuper des enfants. Et par ailleurs, moi, j'assurais le reste. J'assurais le comment dirais-je. Le salaire, le financier, le sûr, salaire. Alors j'ai construit toutes mes maisons de mes mains, donc le week-end je ferai ce que j'ai à faire. Bon, j'ai peut-être un petit peu délaissé, c'est pour ça que on s'est séparés 20 ans après. Mais le fait est, c'est qu'en tout cas mes responsabilités d'homme, je les ai jamais fuies. Et par ailleurs, tout le reste, les charges mentales, cette expression que j'entends depuis des années, me fait doucement rire parce que moi la charge mentale, je la avais. Alors c'est peut-être parce que c'était la femme avec laquelle j'étais. Encore une fois, je vais pas faire de généralité, mais moi la charge mentale, je l'avais parce que c'était moi qui gérais les factures, c'était moi qui récupérais les factures qui étaient récupérées dans la boîte, qui étaient cachées dans un tiroir, pas volontairement, mais
tous les sujets du quotidien, c'est moi qui les gérais. Jusqu'à me battre avec elle pour lui expliquer que le soir, quand je rentre à 19h ou 20h ou 20 plus tard, je voudrais bien avoir mon repas sur la table parce que elle l'a fait pour les enfants et je demande pas à ce qu'elle me fasse à manger et qu'elle me fasse ma gamelle, mais comme elle le fait pour les enfants, on en était là si vous voulez. Bon, et après, je suis désolé, il y a un autre sujet aussi, c'est ce que j'entends. Moi, je travaille avec de nombreuses femmes. Mais David, votre témoignage me fait plaisir parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent depuis tout à l'heure et qui, comme vous, avaient envie de dire tout ce que vous êtes en train de dire. Je le sais, j'entends ça, donc continuez. En fait, on fabrique plus d'hommes, en fait, parce que on fabrique plus d'hommes. Et attention, moi, je connais que les hommes puisque je suis hétérosexuel et je ne connais ce que c'est dans le monde du bâtiment. Donc effectivement, je travaille avec une majorité d'hommes. Je vous parle des gars de ma génération et en dessous. Ce sont pas des hommes. Ils veulent pas de responsabilité. Ils fuient leur responsabilité. Par ailleurs, on fait plus d'hommes, mais on fait plus de femmes non plus. Moi, j'ai pas de problème avec cette histoire d'égalité, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Ça, ne serait-ce que le mot. Pour moi, ça n'existe pas. On a dans un couple, juste pour parler de ça, on a des responsabilités et il y a un partage des tâches et que chacun fasse son job. Et après, on se sent libre ou pas, mais en tout cas, on a des choses à faire. Et en fait, c'est comme, je sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou quelqu'un d'autre tout à l'heure ou Madame Becker, c'est qu'à un moment, fuir ses responsabilités, c'est pas se sentir libre. Quand on décide de se mettre avec quelqu'un, sans parler de sexualité, il y a des devoirs et il y a des choses à faire. Et à la moindre problème, etc. Maintenant, les gens ils veulent plus de contraintes. Alors si c'est ça être libre, moi je l'accepte pas. Mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement, on disait exactement la même chose que vous. Trop de liberté, c'est pas une liberté non plus. On sait plus où on va, on sait plus qui fait quoi. Vous avez 1000 fois raison. Parfois, la liberté, tout le monde n'a pas la possibilité d'être libre de façon joyeuse et détachée. Vous savez, David, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai tendance à dire qu'ils font n'importe quoi. Et on n'a jamais eu autant de gens anxieux et dépressifs, alors qu'à l'époque où la religion donnait des rails, où il y avait quand même une certaine... Donc moi, j'entends ce que vous dites, et moi j'ai toujours défendu les hommes, et je rappelle toujours que le patriarcat, je suis désolée, c'était les femmes et les enfants d'abord. Donc arrêtons de croire que tous les hommes sont des machos en puissance. Bref, mais bon, vous avez visiblement quand même choisi une femme qui vous a un petit peu, qui a un petit peu profité de vous quand même. Hein, non, je peux pas dire ça. J'ai fait 2 enfants avec elle. Elle m'a profondément changé sur ma manière de communiquer, parce que je suis quelqu'un pas forcément très très agréable et limite un peu violent verbalement. Donc elle m'a apaisé là-dessus. Le sujet n'est pas là. C'est quelqu'un de très intelligent, mais pour le reste, pour le quotidien, vous avez assumé. Mais David, j'avais juste une question. Qu'est-ce qui vous a fait, du coup, dans ce que j'ai pu dire, qu'est-ce qui vous a fait réagir? Parce que j'ai pas l'impression qu'on est vraiment essentialisé. Mais en fait, si vous voulez, je sais pas. Vous êtes une intellectuelle. Qu'on le dise, enfin moi, à partir du moment où on écrit des livres, on réfléchit un petit peu sur les sujets, on prend le parti de vivre certaines expériences comme vous en avez parlé. Je veux dire, vous êtes intellectuel. Donc, mais vous le développement, le cheminement de pensée, vous l'avez parce que vous travaillez. Et en fait, si vous voulez, on est dans une émission de 2 heures ou 3 heures, on n'a pas le temps d'expliquer, sauf si on lit vos livres ou si on lit les livres sur le sujet. Mais moi, le discours simpliste que j'entends autour de ça, moi, je le trouve dangereux parce que vous savez ce que c'est le body count, par exemple, chez une femme. Évidemment, oui. Voilà. Et donc moi, quand je me suis séparé de ma femme, le fait qu'il y ait un petit ange qui est passé par là et je me suis mis avec elle, j'ai pas été queuté à droite à gauche parce que je suis pas comme ça. Quoique j'aurais pu, on me l'a conseillé, j'ai pas fait. Donc mais moi j'aurais pas choisi une femme par exemple qui aurait X partenaires.
Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. Et comme il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, et les femmes le cachent. Et elles cachent leur vie. Pourquoi vous n'auriez pas, vous, choisi une femme avec beaucoup de partenaires? Mais parce que alors, j'aurais eu 20 ans, ça aurait été exactement pareil, parce que on veut une femme, parce que je suis pas le seul à penser comme ça. Moi, je discute beaucoup avec des gens différents. Je veux pas imposer. Ah non, mais dites-nous ce que vous pensez. Le reste des hommes, on s'en fout. Ce que je pense, moi, c'est que la sexualité d'une femme, le corps d'une femme, c'est vous donnez la vie. Alors c'est très masculin et très, je sais pas comment on peut dire ça, ça peut être très mal vu de certaines féministes qui ont pignon sur rue, mais en tout cas, moi, je vous donnais la vie. Votre fleur, elle est précieuse. Elle se donne pas à n'importe qui. Voilà. Et donc en l'occurrence, moi, si demain j'avais eu 20 ans, et j'étais déjà comme ça à l'époque, parce que mon père m'avait expliqué beaucoup de choses, j'ai été élevé par mon père, et il m'avait dit, si tu prends une femme à 20 ans qui a déjà connu 10, 15, 20, 30 bonhommes, à un moment, tu vas rester peut-être avec elle, tu vas avoir une folle histoire d'amour certainement avec elle, tu vas faire des enfants, et un jour, elle aura peut-être envie de recommencer. Alors ça, c'était sa façon de voir les choses. Maintenant, moi, même en 40 ans aujourd'hui, il est hors de question que j'aille vers une femme qui a connu X amants. Alors que, excusez-moi, mais là c'est peut-être la différence fondamentale. Moi j'ai toujours eu tendance à aller vers des hommes qui ont eu beaucoup d'expérience parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver avec un machin. Attention, on est d'accord. Vous réagissez en tant que femme. Et ce que dit David en tant qu'homme, c'est quelque chose que j'entends souvent, comme si le fait que la femme perdait sa valeur par ses marchandages sexuels. Sa valeur, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, une femme est pénétrée par beaucoup d'hommes, et quand un homme a une femme, il n'a pas envie de rentrer dans quelque chose qui a déjà été beaucoup pénétré. Voilà. Je trouve que c'est un peu bon. Voilà. Non, mais le témoignage de David est très juste. Il vaut ce qu'il vaut, évidemment. Il vaut ce qu'il vaut, mais il est certainement, en effet, très partagé par beaucoup d'hommes. Mais encore une fois, c'est tout ce qui nous reste encore et qui nous restera sans doute encore longtemps dans l'inconscient collectif de ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Et David l'a dit, on n'est pas identiques. Enfin, il a plutôt dit égaux, mais ça, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas identiques. David, merci en tout cas. Votre témoignage, il a le mérite d'être clair et d'être certainement partagé en effet par beaucoup d'hommes. On continue dans un instant avec le Sexo Conseil. Et vous, au 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Adulte. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Emma Becker, voilà quelques idées reçues sur le sexe qui nuisent à la sexualité. Alors, la première, c'est le sexe, c'est naturel. On a envie, on fait l'amour. Non, c'est pas si naturel que ça. C'est naturel chez l'animal, mais chez l'humain, c'est plus compliqué. Si on aime, on a forcément envie de faire l'amour, c'est pas si vrai que ça non plus. Le besoin sexuel n'existe pas, ceux qui en parlent sont des obsédés. Ça, je pense que c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. À chaque rapport, il est normal de jouir. Non. Malheureusement, c'est pas vrai non plus. Le sexe est moins important que les sentiments. Je suis pas d'accord non plus. Non, on est bien d'accord. À partir d'un certain âge, on peut se passer du sexe. J'espère pas. Désirer quelqu'un d'autre que son partenaire prouve que l'amour n'est plus là. Non, encore une fois, c'est trop simple. Voilà, donc c'est très compliqué, mais il y a beaucoup d'idées reçues. On a des croyances, on a tous des croyances sur le sexe, et moi je vous invite à les revisiter un tout petit peu, ces croyances, et ça va vous permettre d'être un peu plus libre, hommes et femmes inclus. Je fais pas de différence. Bonjour Sarah. Bonjour madame. Bonjour madame. Mesdames, nous on est deux là, Sarah. Merci de témoigner en tout cas. Vous avez envie de nous parler de l'inconscient collectif, c'est ça ? C'est amusant, c'est les derniers mots que vous avez utilisés et je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que le témoignage de David était passionnant et c'est bien d'avoir le témoignage d'un homme parce que il a osé dire en fait quelque chose qu'on n'aime pas dire, c'est-à-dire quelque chose qui va un peu contre l'idéologie dominante et c'est chouette qu'il l'ait dit. C'est vrai qu'on a affaire dans ces matières-là à un inconscient collectif qui ne peut évoluer que très doucement comme tous les inconscients collectifs. C'est-à-dire que c'est tout un apprentissage. Moi, je suis enseignante et je me rends bien compte que quand on vous explique
essayer de discuter avec les jeunes de ces questions-là, on voit des réactions extrêmement primaires dont on voit qu'elles sont dictées par des paroles qui ont été dites à la maison, et on voit au contraire d'autres attitudes beaucoup plus ouvertes, et on voit bien que l'enfant a entendu autre chose à la maison. Et d'ailleurs, David parlait de son père, c'est pas un hasard. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des réduplications, et c'est seulement en intensifiant un dialogue très fourni entre enfants et parents qu'on va arriver à quelque chose. Moi, je me souviens avoir essayé de libérer. Chez des garçons, moi les garçons me parlent beaucoup, plus que les filles, c'est assez drôle. Et les garçons viennent me parler de leurs problèmes sexuels, et je leur dis toujours, parle-en avec tes parents. Et la réponse est un hennissement, en disant il n'en est pas question. Ils vont me dire, en fait pas du tout. Et en général, parce que je les suis, et au bout de 2 ans, ils finissent par me dire, j'en ai parlé à mes parents et c'est formidable, ils m'ont donné des idées. Et c'est intéressant parce que ce partage générationnel, il peut être nocif comme il peut être très positif. Et moi qui ai beaucoup de garçons de mères seules, je vois tout de suite quand le garçon a une mère positive et qui travaille avec lui, et le garçon qui a une mère répressive ou silencieuse et un père complètement oppressif. On voit tout de suite la différence. Bien sûr, Sarah. Et moi, j'invite aussi souvent les gens à mieux comprendre pourquoi leurs parents ont vécu comme ça, quelle est leur propre histoire, pour justement se dénouer de ces repères qui sont parfois très encombrants et qui deviennent des croyances qui bloquent son propre désir. Hein. Non, et puis c'est important de défaire aussi le mythe du parent qui n'est que ça. Moi, je pense que ça ne peut aussi que rapprocher les générations, d'avoir conscience que les pères et les mères ont une vie intime, une vie sexuelle, ont des choses à dire dessus, des ressentis à transmettre. Je vois pas pourquoi il y a un tel tabou en fait autour de l'affectivité au sein d'une même famille. Vous avez raison, c'est difficile. Moi, je me souviens une fois avoir été surprise par mon fils avec son père, et j'ai pas compris tout de suite qu'il nous avait vus. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'en a tout de suite parlé. Et j'en ai tout de suite parlé avec lui. Mais il faut savoir que il était jeune, hein, mais c'est pas naturel. Il y a des parents qui sont très bloqués. Moi, je vois même avec mes élèves. Hein, je fais un travail sur la sexualité, donc ils commencent à me parler. Mais au début, ils rougissent, ils disent des bêtises. Et puis dès qu'ils voient que j'accueille leurs paroles, et ben tout de suite, le dialogue devient très très intense. Et on voit la demande. Et avec mon fils, j'ai fait la même chose. J'ai tout de suite parlé. J'ai tout de suite mis ça en humour aussi. Et il était très jeune. Hein, il avait 5 ou 6 ans. Et je lui ai expliqué. Et bon, après, il s'est moqué de moi, mais ça fait partie de lui. Il a compris que notre vie sexuelle était importante et que c'était pas quelque chose de sale, c'était pas quelque chose dont on pouvait se moquer. Oui. Et petit à petit, mais c'est tout un travail d'écoute, d'explication, voilà, le sexe c'est pas mal, c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure. Le sexe c'est pas mauvais, le sexe c'est pas, c'est un élément de la vie, c'est important. Mais vous avez raison, il y a un travail de déconstruction à faire qui ne me semble pas très très compliqué du reste. Et moi, on me demande toujours qu'est-ce que vos enfants vont penser de vos livres quand ils seront assez grands. Étonnamment, je n'ai pas du tout cette hantise de parler de sexualité avec mes enfants, et j'ai toujours pensé que c'était très étrange de ne pas vouloir apprendre à ses enfants, de ne pas vouloir leur expliquer quelques notions, et je crois que ça va devenir de plus en plus important de parler avec les enfants de sexualité dans une démarche saine, notamment à cause de la pornographie qui devient de plus en plus quand même présente, pas expliquée. Moi, je crois que les parents ont des clés très importantes à apporter à leurs enfants en matière affective et sexuelle, sans tomber dans des relations malsaines ou... Ah mais complètement, surtout, moi je me rappelle très bien, j'avais un gamin de 15 ans qui commençait, qui était amoureux d'une fille, il voulait pas conclure avec elle parce qu'il disait, moi je veux que ça se passe comme dans un gangbang, comme sur YouPorn. Alors non, mais c'était un enfant extrêmement bien élevé avec des parents formidables, c'est ça qui est difficile à comprendre. Il m'a fallu 2 ans pour le convaincre, et ma grande joie c'est que maintenant il est à la colle avec cette jeune fille, il est très heureux avec elle, évidemment on parle plus de rien, mais ça a payé et je suis très heureuse. Donc vous voyez, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Chez un enfant qui est normal, je veux dire, qui n'a pas eu une éducation déplorable, qui a des parents à l'écoute, quand même, il voulait que ça se passe comme dans les pornos. Oui, mais je crois que ça, on ne peut pas l'inventer. Enfin, c'est-à-dire, tant qu'on n'a pas un adulte pour faire la différence entre la sexualité qui est pleine de contrastes, qui peut être aussi tendre que brutale, et la pornographie qui est un grand guignol de la sexualité, qui est une représentation théâtrale de ce qu'on pourrait potentiellement faire. Si on ne fait pas très tôt cette différence, ça donne effectivement des malentendus comme celui-là où un jeune homme s'imagine que la sexualité c'est forcément quelque chose de brutal, où on prend, on n'attend pas que la femme donne. Donc c'est important de démêler, je pense, aussi ce genre de... Oui, en même temps, il aurait fallu comprendre peut-être pourquoi il avait cette image. Bien sûr. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça cache aussi peut-être de problèmes personnels. Mais, je ne dis pas que c'est la faute de la pornographie. Hein. Non, mais moi je pense que la pornographie joue un rôle important
important Bien actuellement et qu'il ne faut pas négliger non plus son rôle. Mais en même temps, c'est pas le diable non plus. Je précise d'ailleurs à ce sujet, Sarah, que mercredi, on fera une émission spéciale sur l'éducation à la sexualité à l'école. Avec une invitée. Mais Sarah, c'est formidable parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'à l'aise avec le discours sur la sexualité. Vous êtes en plus enseignante, donc en relation avec des jeunes qui peuvent vous parler. Voilà. Mais on manque de gens comme vous, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais c'est pas évident pour un adulte. Vous savez, moi, mes collègues sont très souvent gênés. Moi, récemment, je parlais sexualité avec mes petits quatrièmes et j'ai une gamine qui vient me voir et qui me dit « Oui, madame, vous savez, j'ai fait ça. » Elle est un peu intimidée. En fait, elle me dit carrément « J'ai fait ça avec une brosse à dents comme tout le monde. » Et elle rajoute « comme tout le monde. » Donc moi, ça me terrifie. Et elle était blessée au niveau du vagin. Et j'ai fini par comprendre qu'elle avait mis la brosse à dents dans l'autre sens. Ah, oui. C'est un truc de fou, quoi. Alors, vous vous retrouvez avec ça sur la tête, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je lui dis, écoute, tu vas voir un gynéco, tu traînes pas, etc. Mais j'étais heureuse qu'elle me fasse confiance à ce point-là, mais dire un truc pareil et rajouter, comme tout le monde, ça m'a ouvert un océan. J'ai beau entendre des fois, vous êtes terrifiés, vous dites, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Oui, mais enfin, c'est l'idée qu'elle a, que tout le monde fait ça, mais c'est qu'elle a, en effet, soit on lui a dit, soit elle a vu, sauf qu'elle a mal vu parce qu'en effet, elle l'avait pas mis dans le bon sens. Mais enfin, même dans l'autre sens, si il y a plusieurs utilisations. Ça dépend si elle vibre. Si c'est une brosse à dents vibrante et qu'on frotte un peu trop fort, on peut aussi s'abîmer, hein, de toute façon. Mais je crois qu'elle avait mal parce qu'elle précisait qu'elle saignait, donc je me suis un peu affolée. Mais dans ce cas-là, oui, on peut pas aller voir le médecin scolaire parce que l'enfant vous fait confiance. Si elle ne va pas voir le médecin scolaire, c'est qu'elle a ses raisons. Et la confiance avec l'ado, c'est fondamental. Si vous travaillez sur un ado, c'est terminé. Donc il faut vraiment, c'est vraiment compliqué. Non, c'est des choses très importantes. Mais vous voyez, on revient sur le conditionnement. Ce que disait David, moi j'ai été élevée par un père et qui a pris en charge la partie sexualité. Ma mère ne m'a jamais rien dit. Quand j'ai eu mes règles, j'ai demandé à mon frère. C'est vous dire. Et puis, et mon père, par contre, sur tout ce qui est sexuel, j'ai toujours demandé conseil à mon père. Et mon père m'a toujours dit, gentiment, un peu comme David, il m'a dit, écoute, qu'un homme voit qu'une femme a déjà vécu, ça va. Mais enfin, faut pas que tu sois une autoroute quand même. Il m'a toujours dit ça, et c'est vrai que ça, voilà, c'est drôle, hein, parce que je dirais pas que ça m'a empêché de vivre, mais j'ai toujours eu ça dans un coin en me disant attention, les hommes raisonnent comme ça, fais attention à ça. Mais bon, ça m'a pas traumatisée. Ils sont très bons pour donner des conseils qui ne s'appliquent absolument pas à eux-mêmes. Oui. Une fois qu'on sait ça. Oui, mais en même temps, écoutez, la fidélité, ça reste toujours une valeur très importante, et c'est toujours à cause d'une infidélité qui reste la première cause de séparation. Évidemment, donc, mais on ne peut pas remonter dans le passé de la personne non plus. C'est là que les hommes se tirent une balle dans le pied, je pense, quand ils ont cette mentalité-là. Mais bon. Oui, après c'est compliqué là, la sexualité, vous savez mieux que personne, c'est tellement individuel que... Bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est juste parce qu'on ne parle pas de sexualité. On va parler de sexe, on va parler d'amour, mais on ne parle pas réellement de sexualité. Et la sexualité humaine, je ne cesserai de le rappeler, elle se construit de manière très cognitive, en fonction de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, et donc elle est très évolutive. Et faut-il seulement se poser la question de sa propre sexualité, de ses propres désirs, de pourquoi on a fait ça à tel moment, et puis ne pas se poser en victime. Donc c'est quand même très compliqué, hein. Mais bon, on avance, Sarah, grâce à vous aussi, grâce à des personnes comme vous qui sont sur le terrain. Bravo, félicitations et merci de ce témoignage. Merci. On fait une petite pause et on va se retrouver avec Sophie dans un instant. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Emma Becker est avec nous, autrice de ce livre qui est sorti il y a 2 mois peut-être, Le Mal Joli aux éditions Albin Michel, un roman, hein, où vous racontez justement une femme qui prend un amant et qui décide de vivre à fond cette relation amoureuse. C'est un joli roman, je vous conseille évidemment. Sophie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, moi j'aurais voulu aborder 3 points si j'ai le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les aborder tous les 3. On verra. Allez-y. Alors, si on parle de libération, donc je me considère comme quelqu'un de libéré, dans le sens où, avec mon conjoint, on a des pratiques assez ouvertes, disons. Pas systématiquement, mais voilà, ça nous arrive. Et pour autant, j'ai un problème avec ce terme de libérer, libération, parce que
si on pousse la logique jusqu'au bout, ça veut dire que les gens qui ont une sexualité tranquille, romantique, exclusive, à ce moment-là, ce sont des prisonniers ou des frustrés, si moi je suis libérée. Vous voyez ? Bah non, c'est leur choix. Oui, non. Oui, bah oui, non, mais le terme que si on est libéré quand on a comment dire, si on a des pratiques un petit peu hors du commun, je ne dis pas que ce soit le cas. Je dis que je n'aime pas ce terme. Qu'on tombe dans la même caricature que les gens qui pourraient me traiter de dépravé parce que, par exemple, ça ne me gêne pas de m'exhiber. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'entends votre raisonnement. Oui, c'est d'ailleurs le raisonnement certainement de certaines personnes. Enfin, c'est pas le vôtre, hein, mais j'entends ce que vous. Oui. Mais la liberté, c'est de faire le choix qui nous convient le mieux. Hein. Donc, si on a même, je veux dire, on a même le droit d'être asexué si on a envie. Exactement. Oui, c'est ce que je voulais dire, que la liberté, c'est tout ce qu'on a envie de faire dans la limite de l'ordre public et du consentement. En fait. Et sans la comparaison aux autres qui sont peut-être libres d'une autre manière aussi. Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Voilà, c'est que chacun est libre de faire, de ne pas faire, de s'aventurer ou pas. C'est en ce sens-là que je dis qu'aujourd'hui, quand même, les femmes sont assez libres parce qu'elles ont elles ont des choix, ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères. Hein. Oui, elles ont des choix et j'ai parfois l'impression que ça va un petit peu dans le sens inverse maintenant, c'est-à-dire que si on ne fait pas le choix de l'entière liberté, on est critiquable, vous voyez. Et j'ai un petit peu cette impression. On va dire qu'il y a une catégorie de femmes qui crient et qui parlent fort, qui ont tendance à vouloir imposer leur vision de ce que c'est que la femme aujourd'hui. Et que il y a ça, et puis je veux dire, il y a effectivement les porte-paroles, je veux dire la vitrine du féminisme, et puis après il y a la façon dont les femmes s'emparent du féminisme au quotidien, en sachant que notre vie ne peut pas être une bataille constante. Enfin, je veux dire, c'est très fatigant, c'est encore de l'énergie à donner. Donc, évidemment, aucune femme ne vous reprochera de ne pas coller aux principes un peu dogmatiques du nouveau féminisme. J'espère. Parfois, j'ai l'impression qu'on est critiquable dès lors qu'on s'éloigne des injonctions, si vous voulez. Ah oui, mais ça, de toute façon, c'est difficile pour les femmes de gagner, mais je pense réellement que les femmes comme vous et moi, on comprend très bien ce que vous dites. C'est très compliqué de coller aux principes d'un féminisme qui change quand même beaucoup. Oui. Mais en parlant de féminisme, moi, un autre point que j'aurais voulu soulever, c'est donc le fait que j'ai l'impression que certaines féministes, je ne vais pas me faire des amis, hein, mais soutiennent mordicus toutes les revendications, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles émanent d'une femme. Et je vais prendre la question du voile. Moi, j'admets tout à fait... J'ai mon opinion personnelle à ce sujet, mais je comprends tout à fait qu'une femme puisse avoir envie de porter le voile. Ça ne me gêne pas outre mesure. Le problème, c'est que ces personnes-là ignorent le fait que c'est également un instrument de soumission. Et que dans des pays comme l'Afghanistan et comme l'Iran, une femme aimerait bien avoir le choix de ne pas le porter, tout comme ici, on a le choix de le porter. Oui. Et ce féminisme exacerbé-là, moi, il me gêne. Parce que j'ai l'impression qu'il fait le jeu contraire des valeurs qu'il prétend défendre. Oui, bien sûr, mais vous savez, encore une fois, c'est toujours intéressant de comprendre qu'est-ce que le voile représente pour certaines femmes. C'est aussi une manière de s'affirmer dans une différence de culture. Hein, et c'est une revendication très... j'ai envie de dire, c'est un peu comme le tatouage. Quand on décide d'inscrire sur son corps un tatouage, ça signifie quelque chose c'est un cri qui veut montrer quelque chose et revendiquer quelque chose aux yeux des autres, vous voyez ? Oui, vous avez entièrement raison. Le bémol que j'apporterai, si vous voulez, je ne critique pas la chose en soi, je critique l'injonction qui est faite. C'est-à-dire que je pense qu'on peut accepter ce que vous dites, qui est tout à fait logique. Mais je peux vous dire, Sophie, que moi je pense qu'on devrait être
on devrait plus lutter contre justement cette tendance à ce que beaucoup de femmes portent le voile, parce que en effet, on ne les aide pas à avancer tout ensemble. C'est ça, dès lors que ça devient en injonction, je trouve ça préjudiciable. Voilà. Et ça me gêne de ne pas pouvoir souvent tenir. Mais écoutez, Sophie, j'ai fait dernièrement une conférence à Limoges sur ce que c'était qu'une femme libre. Et je disais à un moment donné, je parle tout à fait d'autre chose, mais vous allez comprendre. Je disais à un moment donné que quand on est femme écologiste et qu'on crie fort et haut à 20 ans qu'on ne veut pas d'enfants, attention, parce qu'on va peut-être passer à côté de son désir. Parce que peut-être qu'à 25 ans, 30 ans, 35 ans, il sera trop tard pour avoir un enfant et on sera passé à côté de son désir. Il y avait dans la salle une femme féministe, écolo, qui m'est rentrée dedans comme si je poussais les femmes écolos à avoir des enfants. Alors, comme si... et alors, ça me faisait d'autant plus rire que moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, donc je peux tout à fait entendre qu'on n'ait pas envie d'avoir un enfant. Mais vous voyez, c'est toujours le problème des croyances. Quand on fait quelque chose ou quand on porte quelque chose au nom de sa croyance, le débat est impossible. Et certaines femmes qui portent le voile sont dans des croyances qui parlent d'elles, mais elles ne sont pas conscientes d'être dans une croyance, donc c'est pas possible de discuter. Oui. Moi, mais si vous voulez, j'aimerais que dans le débat public, on soit plus en mesure d'accepter les deux côtés, les deux versants de la chose, et de dire oui, ça peut être un choix, et ça peut également être un instrument d'oppression, et contre lequel il faut lutter. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, le mouvement ni pute ni soumise, il a du plomb dans l'aile, hein. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Enfin, c'est pas exactement à ce sujet, mais je pense que c'est assez c'est éclairant. J'allais au restaurant il y a quelques années avec ma fille. Ma fille est très belle, elle fait beaucoup de sport, et elle est très coquette. Donc elle avait mis un jean moulant, des talons, un haut coupé juste en dessous de la poitrine, donc on lui voyait l'estomac, une chaîne en or autour de la taille, bien maquillée, etc. Bien. On croise un monsieur qui devait avoir entre 40 et 50 ans, qui la regarde. C'est pas un regard libidineux, mais il la regarde. Et elle le regarde droit dans les yeux, puis elle lui fait baisse les yeux. Et là, je savais pas s'il fallait que je la tape, s'il fallait que je rie. Donc, je me suis mise à rire, je lui ai dit, attends, t'es habillée en arbre de Noël, tu veux que les gens rampent à tes pieds en bavant, et tu veux pas qu'ils te regardent. Bravo, bravo Sophie. Ouais. Parce que c'est exactement le paradoxe de votre fille. Elle veut qu'on la regarde, mais il ne faut pas qu'on la regarde. Eh oui, mais ça parle d'elle. Donc c'est la liberté à la limite, la liberté de provoquer, mais en même temps, je t'interdis de montrer que je t'ai provoqué. Enfin, on peut aussi avoir envie d'être regardé, mais pas forcément que les gens qui vous regardent actent sur leur regard, c'est-à-dire vous fassent part de leur convoitise ou de leur... Oui. On peut tout à fait. Hein. Moi, quand j'habitais à Berlin, je connais une fille qui a commencé à se battre pour que les femmes puissent être seins nus comme les hommes dans une partie de la forêt de Treptow dans Berlin où on allait avec nos enfants. C'est très bien, mais il faut avoir conscience que c'est pas parce que vous avez une loi qui vous le permet que les hommes vont arrêter de vous regarder les seins. Il faut être en paix avec le fait que on est regardé. Et simplement, ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est pas parce qu'on est regardable que ça veut dire qu'on est touchable ou qu'on peut nous salir. Là, il ne faisait que non, la mais bien regarder. sûr, évidemment, non, mais j'essaye de continuer un peu le raisonnement de sa fille et je peux comprendre tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de me faire jolie. Pour autant, les regards libidineux dont on n'a pas envie, c'est toujours très genre. Mais c'est ce que disait. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que une jeune fille à 20 ans, parfois, n'assume pas totalement ce qu'elle provoque, parce que c'est compliqué. Bien sûr, mais je pense qu'il faudrait aussi que les hommes aient conscience de ce que transporte leur regard de désir. Ça fait peur, c'est excitant, ça fait peur, ça peut faire tout un tas de choses. Encore une fois, c'est un travail. C'est pour ça qu'on les voile. Ah, je ne vais pas dire ça non plus, m'amenez pas là. Mais je pense que sans se voiler, on peut aussi exiger des hommes une certaine tenue. C'est-à-dire, on peut tout à fait regarder une femme en la trouvant désirable, sans pour autant la faire se sentir mal à l'aise. Ça s'appelle, je crois, de la galanterie. Non ? Oui, tout à fait. Mais
justement, la personne dont je vous parlais n'avait pas un regard, même pas insistant. Non, j'entends bien. Peut-être qu'il y avait une réaction un peu brusque de la part de votre fille, mais je pense comprendre peut-être le prétexte de fond. C'est tout. Je voulais juste faire ce commentaire. Oui. J'ai beaucoup de mal avec ça, j'avoue. Oui, parce que je sais ce que c'est qu'un homme lourd. J'ai eu de très mauvaises expériences avec les hommes, donc je crois savoir de quoi je parle. Et je comprends que je comprends l'envie d'être regardée. Enfin, je suis exhibitionniste, donc je comprends très très bien l'envie d'être regardée. Mais Sophie, c'est toute la. Il faut pas se plaindre d'avoir en retour des regards si on provoque pas dans le sens péjoratif, provoquer, mais si on amène le regard des autres sur soi. Bien sûr. Mais c'est le débat que j'ai eu la semaine dernière avec mon invité qui n'était pas d'accord. Les femmes sont naturellement plus dans le désir de séduction et les hommes sont un peu dominés par la vue. Et on l'a tous remarqué, il y a une femme qui rentre avec une tenue hyper provocante. Tous les hommes qui sont dans le café vont, sans même s'en rendre compte, tourner le regard vers elle. Et puis c'est tout. Donc on est quand même pas loin encore de l'animal, et si on n'accepte pas ça, on n'avancera pas. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est une raison pour sauter sur la femme. On est bien d'accord. Mais écoutez, merci Sophie de cet échange. Je crois que vous n'avez pas pu échanger le troisième point, mais c'est pas grave. Vous avez échangé, et puis je crois qu'on a dit beaucoup de choses, et puis chacun fera comme il peut, parce que c'est pas si simple de toute façon. Merci beaucoup Emma Becker de cet échange. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Claude Parisot, sexothérapeute et de couple. Et on verra pourquoi les hommes ont autant de mal à communiquer leurs émotions. Peut-être qu'ils auront même du mal à témoigner, mais j'espère que non. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.